il y a une île mystérieuse qui apparaît et disparaît comme par magie. Tout comme le chat de Schrödinger, l'île de Schrödinger existe et n'existe pas tout à la fois. Officiellement, elle s'appelle Sandy Island, et elle est bien apparue sur des cartes, mais elle n'a jamais existé dans la réalité. Des scientifiques australiens ont décidé de résoudre le mystère une fois pour toutes, en se lançant sur la piste de cet archipel insaisissable. Mais lorsqu'ils ont atteint les coordonnées à disposition, ils n'ont trouvé que des vagues d'un bleu infini, comme si l'île jouait à cache-cache avec eux. Cette histoire remonte à 1876. Un baleinier qui traversait la région a signalé la présence d'une île. Celui qui l'a vue a dit qu'elle mesurait plus de 24 km de long du nord au sud et environ 5 km de large, soit environ la taille de Manhattan, pas du tout minuscule. Mais chaque fois que des chercheurs se sont rendus dans la région, ils n'ont rien trouvé. En 1974, une mission officielle en provenance de Nouvelle-Calédonie a donc déclaré que Sandy Island n'existait tout simplement pas et l'a donc exclu de toutes les cartes. Tout le monde a ensuite continué à vivre sa vie, jusqu'à ce qu'on remarque que l'île apparaissait sur Google Earth sous la forme d'une tache noire. En 2012, une autre expédition australienne se rendit sur place pour essayer d'obtenir une explication. Finalement, ils rédigèrent l'éloge funèbre de l'île perdue et clarifièrent la situation pour tous les curieux. Tout d'abord, au XIXe siècle, la cartographie n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite. Il était facile de se tromper dans les coordonnées. Ensuite, il y a le fait que la région est très active sur le plan volcanique. Il est probable que de la lave se soit refroidie et ait créé une sorte de radeau. Imaginons maintenant que le baleinier soit passé par là, qu'il ait vu le radeau volcanique et qu'il ait cru, de loin, qu'il s'agissait d'une île. Ce n'est bien sûr qu'une supposition. Les humains se sont aventurés très loin à travers le monde, et il a pu sembler, à un moment donné, que nous avions exploré les moindres recoins de notre planète. Mais lorsque le mont Lico est apparu sur Google Earth, les scientifiques se sont soudain montrés très enthousiastes. Cette merveille cachée au nord du Mozambique n'est pas une forêt tropicale ordinaire. Elle est nichée à l'intérieur d'un volcan. Déterminés à confirmer l'existence de cette forêt mystérieuse, les experts ont réuni une équipe de scientifiques et de spécialistes de haut niveau venus du monde entier. Le voyage jusqu'au mont Lico n'a pas été de tout repos. Une impressionnante ascension rocheuse verticale se dressant entre eux et la forêt. Mais après 6 années de planification et de préparation, ils étaient fin prêts à relever le défi. Une fois sur place, ils ont constaté que le site était encore plus beau qu'ils ne l'avaient imaginé. L'endroit ressemblait à un jardin parfaitement entretenu. La forêt semblait unique, très différente des autres forêts tropicales. Il y avait des chenilles incroyablement grosses et d'aspect dangereux. Et ils ont même trouvé des pots anciens et des preuves d'un écosystème humain intact. Oh! Terra Incognita signifie terre inconnue. L'un des plus grands territoires inconnus mais en cours de dévoilement est celui qui se trouve sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Sous la surface enneigée se cache un monde entièrement nouveau, avec des canyons, des cours d'eau et des lacs que les scientifiques travaillent actuellement à cartographier. On ne peut s'empêcher de se demander s'il y a vraiment de l'eau liquide sous la surface gelée de l'Antarctique. Oui, c'est bien possible. L'eau peut exister à l'état liquide grâce à la pression, et aussi grâce à la chaleur qui émane de l'intérieur de la Terre. Ainsi, nous trouvons des merveilles, comme le célèbre lac Vostok. On ne le voit pas, mais le lac Vostok se trouve juste ici. Situé dans l'Antarctique de l'Est, il se trouve sous 4 km de glace épaisse. Cet immense lac a une superficie d'environ 12 500 km². Nous n'avons pu le découvrir qu'à l'aide de technologies de pointe telles que les sondes sismiques et les radars. Selon les scientifiques, il est probable que ce lac existe depuis une quinzaine de millions d'années. Le Bhoutan est connu pour être, entre autres, le pays le plus heureux de toute l'Asie. Mais il a longtemps gardé un trésor caché, l'une des plus hautes montagnes non escaladées du monde, le Gangkhar Puensum. Pour info, le Bhoutan est enchâssé dans les glorieuses montagnes de l'Himalaya. Les amateurs d'escalade ont donc été très enthousiastes lorsqu'ils ont découvert une montagne encore vierge. Imaginez que vous soyez la première personne à gravir un sommet inexploré. Cela vous garantirait certainement une place dans le livre Guinness des records. C'est une loi bhoutanaise qui a longtemps préservé cette montagne. Pour les habitants de la région, son sommet est un site sacré, entouré de mystères et de légendes. Selon l'une de leurs croyances, le caractère sacré de l'ascension d'une montagne ne réside pas dans le fait d'atteindre son sommet, mais dans le fait de communier véritablement avec la nature.
il faut admettre que les Occidentaux voient les choses autrement. Si vous vous trouvez dans l'État de New York, ne manquez pas de visiter l'Aglo General Store. Il vous faudra circuler quelque temps dans les Catskills, mais vous finirez par trouver ce magnifique et grandiose rien du tout. Aglo est l'une des villes de papier les plus célèbres d'Amérique, c'est-à-dire une fausse ville. Mais son histoire est différente de celle de Sandy Island. La ville d'Aglo n'a jamais existé, et ce n'était pas une erreur. Les cartographes ont une vieille méthode pour empêcher le plagiat. Ils ajoutent de fausses villes à leurs cartes pour savoir si quelqu'un a copié leur travail. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que cette pratique dégénère complètement. On raconte qu'un jour, dans une station-service, un homme a acheté une carte sur laquelle figurait la ville d'Aglo. Cette personne a ensuite décidé d'ouvrir un magasin à cet endroit et de l'appeler l'Aglo General Store. Selon la rumeur, ce propriétaire aurait été poursuivi en justice par les auteurs de la carte. Quoi qu'il en soit, tout ça a duré quelques années, puis c'est devenu un sujet de plaisanterie nationale. Des Américains viennent de tous les coins du pays pour prendre une photo du panneau de bienvenue de la fausse ville. Et puis, il y a l'île de Bermeja, située dans le golfe du Mexique. Cette île bizarre apparaît sur de nombreuses cartes des XVIe et XVIIe siècles. Elle a probablement été dessinée par des explorateurs espagnols. Bien sûr, son emplacement exact varie d'une carte à l'autre. Son nom même apparaissait parfois sous une forme différente, Bermeja, mais on était pourtant sûr de son existence. L'île de Bermeja est apparue pour la dernière fois sur une carte mexicaine de 1921, et puis, pouf, elle a disparu définitivement. Les gens ont commencé à se poser des questions. L'île avait-elle coulé? Avait-elle été détruite? En 2009, 3 missions officielles ont été lancées à la recherche de l'île. Des technologies de pointe ont été utilisées pour explorer les fonds marins mexicains, mais Bermeja restait introuvable. Les chercheurs ont alors échafaudé quelques hypothèses. Penchons-nous sur l'une d'entre elles. L'île aurait été inventée par des explorateurs de l'époque pour tromper leurs ennemis dans leur quête de terres et de trésors. Cela semble plausible. Jetons un coup d'œil à Rio de Janeiro. Autrefois, la ville regorgeait de territoires informels. Ces lieux sont connus sous le nom de bidonvilles ou favelas. Ce sont comme des mini-villes à l'intérieur de la grande ville. Certaines favelas sont connues pour être particulièrement défavorisées, les habitants n'y bénéficiant pas des mêmes avantages que les autres citoyens, comme le système d'égouts et le ramassage des ordures. Ces bidonvilles se sont développées si rapidement que le gouvernement n'a pas eu le temps de suivre leur évolution. Aujourd'hui, ce sont donc généralement les habitants eux-mêmes qui nomment les rues, et ils se débrouillent avec ce qu'ils ont à leur disposition. L'un des plus grands bidonvilles du Brésil se trouve à Rio de Janeiro, la Rocinha. Il n'a été reconnu comme quartier par le gouvernement local que dans les années 90. Notre propre plancher océanique est moins bien cartographié que Vénus, Mars et la Lune. En fait, 95% de nos océans sont encore inexplorés. Étrange, n'est-ce pas? Nous disposons de la technologie nécessaire, qui consiste principalement à effectuer des sondages ultrasoniques, c'est-à-dire à envoyer des ondes sonores au fond de l'océan et à enregistrer ce qu'elles nous renvoient. L'un des principaux avantages d'une cartographie plus approfondie des fonds marins serait une meilleure connaissance des dangers qui nous menacent, tels que les tremblements de terre, les tsunamis et les éruptions volcaniques. En outre, nous en savons encore si peu sur la vie marine que cela pourrait nous donner un aperçu de la véritable dynamique de nos écosystèmes aquatiques. Si vous adoptez une vue d'ensemble des États-Unis, vous pourriez apercevoir des symboles étranges, ressemblant à des codes barres, gravés sur le pavage. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sont ni des codes QR de surveillance, ni des artefacts anciens. Au XXe siècle, ces symboles étaient utilisés pour calibrer les caméras aériennes et satellitaires. De près, vous verrez qu'ils ont été réalisés avec de la peinture noire ou blanche sur du béton ou de l'asphalte. Ils sont généralement plus petits qu'un terrain de basket-ball et comportent un ensemble de lignes en forme de barres organisées. Les avions et les satellites les utilisaient pour peaufiner leur équipement d'imagerie. C'est comme une échelle de Snellen pour les caméras, déterminant leurs limites de résolution optique. De nos jours, nous n'avons plus besoin de ces cibles, car notre technologie a évolué. Ainsi, ces grands codes barres sont devenus à peu près inutiles. Mais vous pouvez toujours trouver des dizaines d'entre eux disséminés à travers les États-Unis, y compris sur le site d'essai du Nevada, à Fort Huachuca en Arizona, à la base aérienne de Travis en Californie, et dans d'autres parties du monde également. Toutefois, la taille ne compte pas toujours lorsqu'il s'agit d'observer quelque chose de sinistre depuis le ciel. Prenons le phytoplancton, par exemple.
Ces minuscules bactéries peuvent sembler insignifiantes, mais lorsqu'elles se regroupent, elles créent une œuvre d'art aquarelle époustouflante qui peut être vue depuis l'espace. De près, vous ne pouvez même pas voir ces petites plantes. Mais grâce aux images satellites de la NASA, nous pouvons témoigner des immenses floraisons qu'elles forment. Il semble qu'ils prennent le contrôle de l'océan. Ces floraisons de phytoplancton sont comme des poussées de croissance explosives pour ces plantes, se produisant en un clin d'œil. Heureusement, les satellites surveillent leur expansion et s'assurent qu'ils ne causent aucun problème pour notre environnement. De toute façon, pas besoin de monter dans le ciel pour voir des choses effrayantes. Prenez ces lumières étranges à Marfa, une superbe petite ville d'art dans l'ouest du Texas. Ces mystérieuses lumières de Marfa apparaissent la nuit près de l'autoroute 67 dans le désert. Ce sont des points lumineux lointains de différentes couleurs qui pulsent et scintillent, devenant plus brillants, puis s'estompant. De plus, elles se déplacent rapidement, volant au-dessus des plantes du désert comme si elles avaient des rendez-vous. Certaines personnes disent que ce ne sont que des phares de voitures, des lumières de ranch, des feux de camp ou d'étranges réflexions dans l'atmosphère. Mais les personnes qui les ont réellement vues jurent que ces lumières sont comme rien de ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ces lumières fantômes effraient les gens depuis la fin des années 1800, quand les premiers colons les poursuivaient dans le noir, pour finir les mains vides. La ville de Roswell au Nouveau-Mexique est célèbre pour les phénomènes paranormaux et secrets. En 1947, il y avait un gars et son fils qui se détendaient sur leur ranch quand ils sont tombés sur des débris métalliques étranges qui étaient super légers. Ils ont pris quelques morceaux des débris et les ont apportés au shérif de Roswell, qui a ensuite contacté le colonel Blanchard, le grand responsable du groupe composite de la base aérienne de l'armée de Roswell. Alors qu'ils tentèrent de comprendre ce que pouvait bien être cette épave, un officier du renseignement est allé de l'avant et a annoncé publiquement que le Roswell Army Airfield avait réellement mis la main sur une soucoupe volante. Pourtant, quelques décennies plus tard, l'US Air Force publiait un rapport affirmant que les débris n'étaient rien de plus qu'un ballon d'essai. Dans la chaîne de Manastash Ridge, dans l'État de Washington, il existe un trou incroyable sur la propriété d'un homme qui se fait appeler Mel Waters. Les gens disent que ce n'est pas juste un trou ordinaire, mais une porte vers une autre dimension. Pendant des années, Mel et ses voisins ont utilisé ce trou comme leur poubelle personnelle. Je veux dire, ils ont jeté dedans tout et n'importe quoi, des ordures ménagères habituelles aux appareils ménagers cassés. Le trou ne se remplissait jamais, peu importe la quantité de déchets qu'ils y jetaient. Mais ce gouffre sans fond avait aussi des phénomènes effrayants. Les radios captaient des signaux étranges et même les chiens ne voulaient pas s'approcher de ce trou. Waters affirmait que parfois, un mystérieux rayon noir jaillissait du trou et les radios portatives se mettaient à jouer des mélodies du passé. Au fait, Mel a essayé de mesurer ce trou et il s'est avéré être plus profond que 2484 mètres et il n'a même pas atteint le fond. Quelque temps après, les autorités ont demandé à Monsieur Waters de leur louer sa propriété. Mais le trou a disparu comme par magie. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu retrouver ce trou mystérieux et déconcertant. Un autre lieu paranormal sur notre liste est appelé le Ranch Skinwalker dans le comté de Uintah, Utah. Cette propriété de 512 acres a été témoin de plus d'une centaine d'incidents étranges. Nous parlons d'animaux disparaissant dans les airs, de champs magnétiques devenant fous, de lumières mystérieuses, et même d'animaux aux yeux rouges lumineux. Malgré tout le buzz, chaque tentative d'investigation et de reproduction de ces phénomènes s'est soldée par un échec. Certains sceptiques pensent que les propriétaires actuels inventent ces histoires parce que les propriétaires précédents n'ont jamais mentionné quoi que ce soit d'extraordinaire. Mais cela n'a pas empêché les gens de profiter de la folie. Nous avons des films, des émissions de télévision et des documentaires sur le ranch Skinwalker qui maintiennent le mystère bien vivant. Le mont Shasta, situé dans la chaîne des Cascades en Californie, jouit d'une grande réputation. Il a été le centre de nombreux mythes et légendes pendant des siècles. Les tribus indigènes de la région tenaient cette montagne en haute estime, pensant qu'une ville secrète était dissimulée à l'intérieur. Ils croyaient que cette ville renfermait toutes sortes de choses extraordinaires, comme des tunnels complexes, remplis de joyaux étincelants et de trésors. En 1904, un prospecteur britannique prétendit avoir découvert un village souterrain lors de l'exploration d'une montagne. Il affirmait avoir trouvé de l'or, des artefacts anciens et même des momies géantes. Mais voici le rebondissement. Lorsqu'il devait guider une équipe d'exploration à retourner au village, il a tout simplement disparu. Certains pensent qu'il y avait vraiment un village dans le mont Shasta,
mais qu'il est abandonné depuis longtemps. D'autres, cependant, croient qu'une civilisation avancée habite encore cette montagne. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser de l'argent pour voyager afin de voir des endroits effrayants, ouvrez simplement Google Maps. Ce service a beaucoup à offrir en termes de frissons. Commencez par les lignes de Nazca, d'immenses géoglyphes qui se détachent dans le désert péruvien. Vous verrez toutes sortes de formes, des araignées, des spirales, des oiseaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Cependant, vous ne pouvez les voir que d'en haut, par exemple, depuis un avion ou un drone. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont là depuis bien avant que les humains ne commencent à explorer le ciel. Comment diable sont-ils arrivés là? Eh bien, il n'y a pas de version plausible, c'est toujours un mystère. Une autre destination sur Google Maps que vous devez absolument visiter est la ville fantôme de Riolite. Découvrez ces sculptures super effrayantes, situées juste à la limite de la vallée de la mort au Nevada. Laissez-moi vous raconter l'histoire folle et incroyable de la naissance de Riolite en 1904. En fait, un jour, beaucoup d'or a été découvert dans cette région. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et des foules de gens ont commencé à affluer vers Riolite. Les choses bougeaient là-bas. Ils avaient tous les incontournables d'une ville animée. Un glacier, une école, des banques et même une usine de glace. Mais la chance en a décidé autrement. Les choses ont pris un tournant. La panique financière de 1907 a frappé, et c'était comme une fête de déflation à l'envers. Les gens ont commencé à partir, et en 1920, il ne restait que 14 personnes là-bas. De nos jours, si vous vous promenez à Riolite, vous verrez des sites impressionnants. La route principale vous mène devant ces banques en ruine qui étaient autrefois remplies d'or. Riolite est également célèbre pour sa maison faite de plus de 50 000 bouteilles. Paramount Pictures est même intervenu pour la restaurer en 1925 parce qu'ils ont réalisé que Riolite était l'endroit parfait pour filmer. Il y a un endroit secret qui est strictement interdit aux touristes, les archives secrètes du Vatican. Pourtant, vous pouvez le visiter sans quitter votre canapé douillet. Il suffit d'utiliser Google Maps. On dit que cette bibliothèque pourrait détenir la clé de... La plus grande découverte accidentelle que j'ai faite de ma vie était un billet de 10 € retrouvé dans ma vieille veste d'hiver. Certaines personnes ont plus de chance, cependant. Elles découvrent des villes souterraines datant de plusieurs siècles, ou font des inventions qui les transforment en millionnaires. Le velcro est né d'une simple balade en forêt. Les cornflakes de Kellogg's ont été inspirés par une dent cassée, et la pâte Play-Doh a sauvé un empire commercial de la faillite par pur hasard. En 1998, l'ingénieur électricien John Williams a fait une étrange découverte qui ressemblait à une prise électrique émergeant du sol. En creusant autour, il a remarqué qu'elle était encastrée dans un petit rocher. Cette découverte a eu lieu dans une zone rurale d'Amérique du Nord, loin de toute zone urbaine ou industrielle, de tout aéroport et de toute installation électrique. Cette pièce électronique encastrée dans un solide bloc de granit a été baptisée Enigmalith et est évaluée à 500 000 $. Certains scientifiques sont sceptiques quant à son authenticité, la considérant plus comme un canular qu'un artefact laissé par des visiteurs extraterrestres, comme le soutient Williams. Toutefois, le découvreur de cette roche est déterminé à prouver qu'il s'agit bien d'un vestige technologique, peut-être même d'une vraie prise. Si ce n'est pas un canular, cette petite découverte pourrait constituer une preuve que les humains, ou une autre civilisation du passé, étaient bien plus avancés que nous ne l'avions imaginé. Ils auraient ainsi pu trouver un moyen d'acheminer l'électricité bien avant les humains du 19e siècle. Williams a invité les scientifiques à examiner sa découverte sans endommager la roche pour déterminer sa véritable nature, mais personne ne s'est porté volontaire. Williams a consulté un ingénieur et un géologue, qui ont tous deux confirmé qu'il n'y avait aucune trace de colle sur le composant électronique. Il n'a pas non plus été soudé, ce qui indique qu'il est aussi vieux que la roche elle-même, datée d'environ 100 000 ans selon une analyse géologique. Le docteur John Kellogg avait une philosophie axée sur un mode de vie biologique, comprenant de l'exercice régulier, des massages, beaucoup d'eau, l'abandon des mauvaises habitudes, peu de caféine et pas du tout de viande. À la fin du 19e siècle, il a pris la direction d'un institut de santé dans le Michigan. Il a un jour concocté un mélange de farine, d'avoine et de semoule de maïs. Convaincu que la cuisson des grains entiers à haute température les rendrait plus digestes et plus sains, il a cuit le mélange 2 fois. Initialement, il en avait fait des biscuits, mais impatient s'est cassé les dents dessus. Ensuite, il a décidé de les briser en petits morceaux.
Il est difficile de déterminer exactement comment les cornflakes de Kellogg's sont nés, car il existe de nombreuses versions de l'histoire. La femme de Kellogg, Ella, ainsi que son frère Will, prétendent tous deux avoir joué un rôle dans la création des fameux flocons, tout comme plusieurs autres membres de la famille et du personnel de l'établissement. La légende de la compagnie voudrait qu'un jour de 1898, de la pâte de céréales à base de blé ait été laissée de côté trop longtemps, fermentant au cours du processus. Lorsqu'elle a été finement étalée, la pâte légèrement moisie s'est transformée en ces parfaits, grands et fins flocons qui sont devenus croustillants et délicieux au four. Au fil des années, Will Kellogg a continué à modifier la recette et a réalisé que le maïs, et non le blé, produisait des flocons encore plus croustillants et savoureux. Sa marque, Kellogg's Corn Flakes, est devenue une entreprise à plusieurs milliards de dollars. Un jour, l'ingénieur suisse Georges de Mestral est allé se promener avec son chien et est revenu avec un concept qui s'avérerait plus tard révolutionnaire. En rentrant de forêt, de Mestral a remarqué que son pantalon et la fourrure de son chien étaient couverts des petites pointes de xanthium. Il a examiné les barbes sous un microscope et a remarqué qu'elles s'apparentaient à de minuscules crochets qui se fixaient aux boucles des vêtements et de la fourrure. Déterminé à reproduire cette technologie naturelle, il a entrepris de concevoir un système d'attache extrêmement solide, aux multiples applications pratiques. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation avec différents matériaux, il a finalement opté pour le nylon. De plus, il a dû mettre au point un métier à tisser spécial capable de tisser des fibres dans les bonnes tailles, formes et densités. Après 14 années de travail acharné, de Mestral a finalement présenté au monde le velcro, dérivé des mots velours et crochet. Bien qu'il ait espéré que son invention remplacerait les fermetures éclairs, l'industrie de la mode l'a initialement perçue comme bas de gamme et peu attrayante. La NASA a toutefois reconnu son potentiel et commencé à l'utiliser dans les combinaisons spatiales et les casques des astronautes dans les années 1960. Aujourd'hui, le velcro est omniprésent, avec une multitude d'applications, des chaussures aux jouets en passant par les coussins des sièges d'avion. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le chauffage au charbon était la norme dans la plupart des foyers, laissant de la suie qui s'incrustait partout dans la maison, en particulier sur les papiers peints. Kuttol Products était le principal fournisseur de nettoyants pour papier peint de l'époque. Cependant, dans les années 1950, de plus en plus de gens ont adopté le gaz, le pétrole et l'électricité comme source de chauffage, ce qui a largement résolu le problème de toute cette suie. Le propriétaire de Kuttol Products essayait désespérément de sauver son entreprise. Pendant ce temps, sa belle-sœur, qui était institutrice en maternelle, a lu qu'un nettoyant pour papier peint pouvait être utilisé pour fabriquer des décorations. La pâte à modeler traditionnelle était trop difficile à manipuler pour ses élèves. C'est ainsi qu'elle a décidé d'expérimenter avec ce matériau. Et ça a très bien fonctionné. Elle a partagé sa découverte avec ses proches et a proposé un nom pour ce nouveau produit. Play-Doh. Avec la société Kuttol au bord de la faillite, c'était l'opportunité idéale pour une reconversion. Rapidement, des grands magasins comme Macy's et Marshall Field ont montré de l'intérêt pour ce nouveau jouet et ont commencé à le distribuer. Au début, la Play-Doh n'existait qu'en blanc, mais elle a rapidement été déclinée en rouge, bleu et jaune. Ils ont apporté plusieurs modifications à la recette originale, mais la composition de base reste largement la même que celle utilisée pour nettoyer le papier peint. Une légende urbaine affirme que si vous prenez toute la pâte à modeler Play-Doh jamais produite et la faites passer dans leur machine, vous obtiendrez un serpent assez long pour enrouler la planète 300 fois. Un Turc rénovait sa maison lorsqu'il a abattu une cloison de sa cave à coups de masse. À sa grande surprise, il a découvert un tunnel caché derrière le mur, qui conduisait à une ancienne ville souterraine. Ce tunnel conduisait vers d'autres passages, des salles et des chambres. Cela s'est avéré être un complexe souterrain entier de 18 étages, dépourvu d'habitants et depuis longtemps abandonné. C'était la cité de Derinkuyu, conçue il y a des milliers d'années pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Quiconque l'a construite a fait preuve d'une grande maîtrise, car creuser des tunnels dans cette roche tendre présente des risques d'effondrement considérables. Aucun des étages de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. La ville était équipée d'un système de ventilation sophistiqué, comprenant plus de 15 000 puits d'aération. Les niveaux supérieurs bénéficièrent de la meilleure ventilation et étaient réservés aux chambres et aux espaces de vie. Les niveaux inférieurs servaient principalement au stockage, mais comportaient également des oubliettes.
Entre les deux se trouvèrent des espaces dédiés au bétail, une école, un couvent et de petites églises. John Martin, un professeur de sylviculture, se promenait une nuit dans une forêt du Wisconsin. Il utilisait une lampe torche à UV pour repérer les lichens, les champignons, les plantes et les grenouilles qui brillent sous cette lumière. Soudain, il a entendu un écureuil volant couiner près d'une mangeoire à oiseaux. Il a braqué sa lampe torche sur la... As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burins en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde.
Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmitt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmitt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau, le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant. Une équipe d'archéologues travaillant dans l'extrême nord de la Zambie a découvert quelque chose qui pourrait révolutionner notre compréhension des premiers humains. Était-ce un Walkman? Pas vraiment. Il s'agit d'une structure en bois construite il y a environ un demi-million d'années, la plus ancienne de ce type sur Terre. Cette armature est constituée de 2 rondins qui ont été façonnés pour s'emboîter. Un peu comme les Lincoln Logs, ces jouets de construction pour enfants.
Il est inconcevable que 2 rondins aient simplement dérivé le long de la rivière et se soient assemblés naturellement de cette manière. Ils ont été taillés avec des outils tranchants avant même l'apparition de l'Homo sapiens en Afrique. Les chercheurs ne savent pas quelle espèce d'anciens humains aurait pu accomplir une telle prouesse, mais ils devaient être assez compétents en matière de planification et peut-être maîtriser un certain langage afin de discuter de leurs projets de construction. Cela suggère également que les individus de l'âge de pierre n'étaient pas simplement des nomades errants. Ils pourraient avoir été plus sédentaires que nous ne le pensions, avec suffisamment de ressources pour rester à un même endroit. Découvrir des objets en bois datant de l'âge de pierre revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, car ils se décomposent avec le temps, tout comme Beethoven. Mais celui-ci a été découvert près des chutes de Kalambo, à la frontière entre la Zambie et la Tanzanie. Cette construction pourrait avoir été un passage, un lieu de stockage pour le bois de chauffage ou la nourriture, ou même la base d'un abri. Elle a été très bien conservée dans ses sédiments saturés d'eau et dépourvus d'oxygène, ce qui a permis de la maintenir en l'état. La découverte présente des traces laissées par des outils utilisés pour assembler les 2 pièces. Les archéologues ont également mis au jour 4 anciens outils en bois sur le site. Un biseau, un plantoir, une bûche taillée et une branche munie d'une encoche, tous datant de plus de 300 000 ans. Les scientifiques ont analysé les minéraux présents dans le sable entourant ces objets et ont eu recours à une technique dite de datation par luminescence afin de déterminer l'âge de leurs trouvailles. Les experts estiment qu'ils devraient explorer davantage de sites submergés, car ceux-ci pourraient contenir d'autres exemples d'anciens travaux du bois. Les archéologues doivent manipuler ces découvertes avec d'infinies précautions pour éviter de les endommager. Ils utilisent donc des outils en plastique. L'équipe qui a découvert cette structure a dû maintenir le bois humide pour préserver les traces d'activité humaine et éviter qu'il ne se brise. On l'a ramené au Royaume-Uni afin de l'étudier dans des réservoirs spéciaux conçus pour la photographie sous-marine. Là-bas, on a pu générer des modèles tridimensionnels de ce bois. L'artefact en bois le plus ancien découvert jusqu'à présent est un morceau de planche polie provenant de Haute-Galilée et remontant à plus de 780 000 ans. Il existe également des outils de cueillette en bois vieux de 400 000 ans, mais aucune de ces découvertes n'est aussi avancée que la structure trouvée en Afrique. Les scientifiques ont également découvert des fibres de coton de l'ancienne vallée du Jourdain datant de 7000 ans, les plus anciennes de leur genre. Le lieu de leur découverte est une véritable capsule temporelle, avec des bâtiments empisés renfermant toutes sortes de trésors anciens et offrant un aperçu de la vie à l'époque. On a déjà mis au jour des traces d'anciens festins avec des espaces de stockage pour la nourriture. Habituellement, les objets d'une telle époque se désintègrent rapidement, mais grâce à des microscopes de pointe, les experts peuvent examiner en détail les sédiments recueillis sur place et découvrir toutes sortes de restes organiques, à commencer par ces fibres de coton. Autrefois, on pensait que les textiles retrouvés ici étaient faits de plantes locales, mais il semble que ce coton pourrait avoir voyagé depuis la région de l'Indus, dans l'actuel Pakistan. Il se pourrait donc que le site ancien de Tel Saf ait été plus connecté que nous ne le pensions, en s'intégrant dans un vaste réseau commercial. D'autres preuves soutiennent cette idée, comme des perles provenant d'Anatolie, de Roumanie et d'Égypte, ainsi que de la poterie d'autres régions. La plus ancienne chaussure en cuir connue, datant de 5500 ans, a été découverte dans une grotte de l'actuelle Arménie. Un archéologue britannique a trouvé ce trésor sous un pot cassé au fond d'un puits. À côté de la chaussure se trouvait une omoplate de cerf, des cornes de chèvre sauvages, une vertèbre de poisson et quelques tessons de poterie dispersés. La chaussure en elle-même est assez rudimentaire, fabriquée à partir d'une seule pièce de cuir de vache, enveloppant le pied droit et maintenue par un lacet passant dans des œillets. Pour préserver sa forme, de l'herbe avait été bourrée à l'intérieur. Les chercheurs ignorent à qui appartenait cette chaussure, mais la datation au radiocarbone leur a permis de déterminer son âge, ainsi que celui de l'herbe de bourrage. Ces chaussures ressemblent beaucoup à celles que portent encore aujourd'hui les habitants des îles d'Aran en Irlande. La technique de fabrication de ces chaussures a perduré en Europe jusqu'au milieu du XXe siècle. Près de Leipzig, des pelleteuses ont mis au jour une tombe datant d'environ 2500 ans avant notre ère, remplie de plus de 100 dents de chien, toutes alignées proprement. Ces dents auraient pu faire un rabat élégant pour un sac à main. Le cuir ou le tissu qui les maintenait ensemble s'est probablement décomposé au fil des siècles.
Si cette hypothèse est correcte, il s'agirait du plus ancien sac à main au monde, remontant à l'âge de pierre. À cette époque, l'utilisation de dents de chien dans des ornements capillaires et des colliers était répandue, tant pour les femmes que pour les hommes. Le propriétaire de ce sac devait jouir d'un certain statut social, compte tenu de la quantité de matériaux utilisés pour sa fabrication. Sans compter les nombreux chiens édentés. Les instruments de musique les plus anciens jamais fabriqués par l'homme semblent être d'anciennes flûtes en os d'oiseau et en ivoire de mammouth. Elles ont été découvertes dans une grotte du sud de l'Allemagne, un lieu témoin des premiers signes de l'établissement des humains modernes en Europe. Grâce à la datation au carbone, les scientifiques ont estimé l'âge de ces flûtes à environ 42 000 ans. Selon les archéologues, ces instruments auraient pu être utilisés pour le divertissement ou lors de cérémonies religieuses. Certains estiment que la musique aurait pu aider à tisser des liens sociaux et à étendre notre territoire plus efficacement que les Néandertaliens, qui ont disparu il y a environ 30 000 ans. En 2020, une équipe de scientifiques a découvert en France un fragment de corde de 6 mm de long. Les archéologues ont trouvé ce morceau de corde à côté d'un outil en pierre et ces fibres torsadées auraient pu servir à diverses fins, de la confection de vêtements à la fabrication de filets de pêche. Durant la préhistoire, cette technique était considérée comme une avancée technologique et les Néandertaliens semblaient la maîtriser. Les chercheurs s'avèrent déjà que ces premiers humains fabriquaient du goudron à partir d'écorces de bouleau et produisèrent des perles en coquillage. Il existe même des vestiges d'art néandertalien. La découverte de cette corde et d'artefacts similaires montre que nos ancêtres d'il y a des milliers d'années n'étaient pas aussi primitifs que nous avons tendance à l'imaginer. Au XIXe siècle, une dalle de granit noir brisée datant de 196 avant notre ère a été découverte par un égyptologue français. Elle portait un texte en 3 écritures, en grec ancien, en hiéroglyphes égyptiens, ainsi qu'en démotique. Jean-François Champollion fut ainsi le premier à percer le secret de ce code. Il parvint à faire correspondre les lettres grecques à l'alphabet égyptien, nous permettant enfin de lire les hiéroglyphes. Ce morceau de granit, connu sous le nom de pierre de Rosette, a permis aux scientifiques de déchiffrer quantité de registres sur papyrus détaillant la construction des pyramides égyptiennes. Au début du XXe siècle, l'archéologue britannique Sir Arthur Evans a excavé un vaste complexe palatial à Knossos, sur l'île de Crète. Ce site était le centre de la culture minoenne. Le palais comptait plus de 1000 pièces ornées de peintures colorées, représentant des dauphins, des griffons et des taureaux. Cependant, la découverte la plus significative fut d'abord négligée. Des milliers de tablettes en argile cuite. Le feu qui a dévasté le palais a contribué à leur préservation. Un fragment de côte de baleine a récemment été découvert dans une mine de Caroline du Nord. Cela pourrait sembler anecdotique. Pourquoi une baleine ne pourrait-elle pas être un mineur de fond, après tout? Cependant, ce morceau fournit aux scientifiques une opportunité rare d'étudier les interactions entre des requins préhistoriques et des baleines datant de 3 à 4 millions d'années. Ce fragment de côte présente 3 marques de dents, révélant que cette baleine a été mordue par un animal possédant des mâchoires extrêmement puissantes. D'après l'espacement des marques, qui atteint près de 6,3 cm, il est possible qu'il s'agisse d'un requin à grandes dents, tel que le mégalodon, ou d'une autre espèce de requin ayant vécu à cette époque. La courbure de la mâchoire du requin indique que l'animal était relativement petit, avec une taille estimée entre 4 et 6 mètres. Quant à la baleine, elle semble avoir été l'ancêtre d'une baleine bleue ou à bosse. Les chercheurs sont stupéfaits. Il est rare de trouver des traces d'interaction et de comportement animal aussi bien préservés sous forme fossile. Après avoir analysé l'échantillon, ils ont conclu que ce requin avait dû repartir avec une bouchée conséquente, mais que la baleine avait survécu, car la majeure partie du fragment fossile était recouverte d'os métaplastiques. Cette matière osseuse se forme rapidement en réponse à une infection localisée. Il n'est pas particulièrement robuste et est ultérieurement remodelé par le corps en tissu osseux compact, un processus qui prend du temps. La présence de cet os indique que la guérison était incomplète, et la baleine est décédée 2 à 6 semaines après cette rencontre malheureuse. Toutefois, il est également possible que sa mort ne soit pas directement liée à l'infection et à la blessure. Seuls quelques fossiles témoignent de telles interactions entre animaux anciens. On retrouve souvent des marques de morsure sur les fossiles, indiquant où l'animal est décédé et où sa carcasse a été dévorée. Mais ce vestige est l'un des rares à illustrer non seulement une blessure infligée par un autre animal, mais aussi à démontrer que la proie a survécu.
tous les fossiles suscitent l'enthousiasme des paléontologues. Et oui, ces gens devraient peut-être sortir de chez eux plus souvent. Mais certains fossiles peuvent sembler terrifiants aux yeux du grand public. Prenez par exemple cette image montrant des bras tentaculaires et des têtes octogonales. Lors de sa première apparition dans les médias, de nombreux internautes ont avancé qu'il s'agissait d'un organisme ancien, venu de l'espace. D'autres ont estimé que toute l'histoire n'était qu'une imposture. Pourtant, l'image est aussi authentique que le fossile. Ce fossile est connu sous le nom de plaque de mortalité, une représentation fossilisée d'un événement d'extinction massive touchant une ou plusieurs espèces. En réalité, ce fossile renferme plus d'une douzaine de spécimens d'un type d'organisme marin appelé crinoïde. Contrairement à leur apparence, les crinoïdes n'étaient pas des plantes mais des animaux marins. Cette espèce particulière vivait profondément sous l'eau, sur le fond océanique. Les crinoïdes étaient apparentés aux étoiles de mer, aux oursins et aux ophiures. Ces créatures pouvaient s'ancrer au fond marin grâce à des tiges composées de disques flexibles et poreux, reliés par des tissus mous. Ces tiges étaient creuses et abritaient le système nerveux de l'animal. Les crinoïdes absorbaient l'oxygène par le biais de pieds tubulaires à parois fines. Généralement, ces animaux mesuraient plus de 20 cm de long et possédaient 5 bras ornés de structures semblables à des tentacules plumeux. Ils se nourrissaient de plancton et de matière organique à la dérive. Bien que ces découvertes fossiles soient tout à fait fascinantes, peu de créatures dont nous avons les fossiles ont autant intrigué les scientifiques que le monstre de Tully. Cette étrange créature marine présentait un museau denté ressemblant à une trompe et des yeux écartés le long d'une tige rigide. Mais le plus étrange, c'est qu'il demeure impossible à classer. Depuis la découverte du monstre en 1966, les chercheurs ont envisagé diverses hypothèses concernant son identité, telles que des vers segmentés, des limaces nageuses ou des créatures primitives ressemblant à des anguilles. Plus récemment, certains ont tenté de le relier à des espèces de poissons dépourvus de mâchoires et dotés d'une structure semblable à une colonne vertébrale. Une équipe de scientifiques japonais a utilisé des scanners laser haute résolution pour analyser en 3 dimensions l'anatomie des fossiles du monstre de Tully. Ils en ont conclu que ce fossile énigmatique pourrait finalement être celui d'un invertébré. Toutefois, l'identité véritable de cette créature est toujours indéterminée. Dans les années 1950, un chasseur de fossiles amateur nommé Francis Tully découvrit l'empreinte étrange d'un organisme en forme de torpille, avec une immense nageoire caudale dans les gisements fossilifères de Mason Creek, en Illinois. N'ayant jamais observé de créature semblable, Tully rapporta sa découverte au Musée Field d'histoire naturelle de Chicago. Les paléontologues de l'institution furent également déconcertés. Depuis lors, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à situer cette créature sur l'arbre phylogénétique. En 1741, l'explorateur et capitaine Vitus Jonathan Bering dirigea une expédition visant à cartographier la côte de l'Alaska. Le navire sur lequel il se trouvait fit naufrage sur ce qui est devenu l'île de Bering. La moitié de l'équipage survécut grâce à la découverte d'une énorme vache de mer, ou Hydrodamalis gigas. Avec la viande de ces animaux pour leur donner des forces, les marins parvinrent à construire un petit radeau à partir des débris et à rentrer chez eux. Au cours du voyage de retour, un scientifique au sein de l'équipage consacra son temps à documenter les animaux et les plantes découverts. La vache de mer était particulièrement remarquable car sans elle, l'équipage n'aurait pas survécu. Ces animaux mesuraient plus de 8 mètres de long et pesaient environ 10 tonnes. Toutes les vaches de mer appartenaient à l'ordre des Sirenia, des mammifères marins plus proches des éléphants que des vaches. Le savant les décrivit comme ayant la peau noire, une petite tête et des membres antérieurs trapus. Ces vaches de mer flottaient à la surface de l'eau en se nourrissant d'algues. Une fois l'existence de ces animaux rendue publique, les expéditions de traite de fourrure ont commencé à exploiter ce dépôt très pratique en route. Les vaches de mer, étant très dociles et faciles à chasser, ont été exterminées à peine 27 ans après que le scientifique en a eu parlé. Cependant, ce n'est pas la partie la plus triste. Les archives fossiles révèlent une histoire beaucoup plus sombre. Des fossiles ont ainsi été retrouvés à travers le monde, du Japon jusqu'au Mexique. Cela indique que ces animaux prospéraient autrefois dans les vastes champs de varech qui entouraient l'ensemble du bassin Pacifique Nord. La population réduite découverte par l'expédition constituait probablement les derniers vestiges d'une population beaucoup plus grande et en bien meilleure santé. Il est fort probable que la chasse pratiquée par les populations aborigènes avait déjà réduit le nombre de ces animaux à un niveau proche de l'extinction. Le coup fatal aura été porté par les chasseurs occidentaux. Aujourd'hui, les proches parents encore vivants de ces anciennes vaches de mer sont rarement chassés, mais ils sont eux-mêmes menacés d'extinction. Pour certains, ce fossile étonnant peut paraître quelque peu troublant.
Les numulites sont les fossiles d'animaux dont le nom signifie « petite pièce » en latin. Ces créatures vivaient et prospéraient dans une mer chaude et peu profonde qui recouvrait une partie de l'Égypte il y a environ 40 millions d'années. Le nom « numulites » laisse entendre que les plus grands spécimens étaient particulièrement prisés à travers l'histoire. Et dans le folklore égyptien, ils sont même surnommés « la monnaie des anges ». Ces créatures possèdent une structure simple et unicellulaire qui contraste avec leur squelette extrêmement complexe. Observez cette série de spirales superposées. Chaque spirale est divisée en d'innombrables chambres minuscules et les numulites peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre. Pourtant, ce sont des fossiles d'animaux unicellulaires apparentés aux amibes. Comment ont-ils donc pu atteindre une telle taille? La raison pourrait se trouver dans leur relation symbiotique avec d'autres organismes plus petits. Pour les espèces modernes, ces symbiotes sont des algues unicellulaires dorées, appelées diatomées. Les coquilles des numulites étant relativement transparentes et plates, elles offrent une grande surface pour la lumière nécessaire à la photosynthèse des diatomées. Pour des raisons encore débattues par les scientifiques, la présence de symbiotes végétaux chez les animaux marins favorise la croissance d'un squelette calcaire chez les hôtes. Ainsi, la taille colossale des numulites en Égypte pourrait être attribuée à leur étroite relation avec des diatomées symbiotiques. Cela vous semble plausible? Fait intéressant, les espèces de numulites ont évolué très rapidement et leurs fossiles se sont altérés d'une couche de sédiments à l'autre. Ainsi, le calcaire utilisé pour les pyramides de Gizeh est si riche de ces fossiles qu'il est désigné sous le nom de calcaire numulitique. Ce calcaire contient également deux types de numulites, les petites lentilles des esclaves et les grandes monnaies des anges. Cependant, il ne s'agit pas. Si les dinosaures ont jadis dominé la Terre, on pourrait s'attendre à retrouver leurs ossements partout. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi donc? Aucune conspiration n'est à l'œuvre. En réalité, la recherche de restes de dinosaures est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, les os de dinosaures sont bel et bien réels. Nous en avons découvert une multitude, et on est à retrouver sur chaque continent, bien que certains en doutent. La répartition inégale de ces trésors préhistoriques n'est en fait qu'une bizarrerie de la nature. Il s'avère que la fossilisation est un phénomène incroyablement rare, qui ne se produit que dans des conditions très spécifiques. Lorsque qu'un dinosaure meurt, le processus de fossilisation commence. La carcasse doit être rapidement recouverte de sédiments, puis ensevelie sous de nombreuses couches, créant une sorte d'autoclave géologique. Les minéraux imprègnent alors les os, les transformant en pierre. Cette recette unique se déroule principalement sous l'eau, où des sédiments comme le sable et la boue peuvent délicatement envelopper les géants défunts. C'est pourquoi les dinosaures qui rendaient leur dernier souffle sur Terre étaient rarement fossilisés. Ainsi, il est très rare de retrouver des fossiles d'espèces ayant vécu dans les jungles ou dans les montagnes. Les chercheurs nous apprennent que de nombreux fossiles proviennent de zones situées près des lacs ou des rivières. Que ces dinosaures aient été noyés lors d'une crue soudaine ou emportés par les pluies, ils ont tout de même eu la chance d'être fossilisés. Voici les raisons pour lesquelles nous ne découvrons pas de nouveaux dinosaures à chaque coin de rue. La dure réalité est que nous pourrions ne jamais découvrir de nombreuses espèces de dinosaures en raison des limites de la fossilisation. Près de 71% des dinosaures ne seront jamais retrouvés. Nous ignorons même combien d'espèces ont été perdues en raison de conditions inadéquates. Avec beaucoup de chance, nous pourrions trouver des fossiles de dinosaures des montagnes dans les rivières en contrebas, mais cela reste très rare. Bien que les dinosaures aient peuplé le globe, tous les fossiles découverts jusqu'à présent l'ont été grâce à une chance exceptionnelle. Cela nous fait réfléchir à la durée de vie générale des dinosaures. On a tendance à se les figurer comme vivant au ralenti, errant à travers les siècles jusqu'à atteindre des tailles colossales. Ironiquement, la réalité est tout autre. En vérité, les dinosaures brûlaient, la chandelle par les deux bouts, et vivaient assez brièvement, un peu comme des rockstars. Une fois leur maturité sexuelle atteinte, ils se trouvaient souvent déjà sur la voie express vers la fossilisation, avant d'avoir pu atteindre leur taille maximale. Ce qui est intéressant, c'est que le cycle de vie des dinosaures s'aligne sur le rythme des arbres. Vous savez peut-être qu'il est possible de déterminer l'âge d'un arbre en comptant ses cernes. De fait, chaque paire de cernes claires et foncées correspond à une année de croissance. De même que les cernes des arbres nous renseignent sur leur âge. Les os des dinosaures nous parlent d'eux. Les chercheurs examinent des tranches d'os au microscope et analysent les différents tissus pour en évaluer les taux de croissance.
Des anneaux épais indiquent une croissance rapide, tandis que des anneaux étroits signalent une croissance plus lente. Dans le règne animal, une grande taille signifie généralement une vie plus longue. Certains se demandent donc si les grands dinosaures vivaient réellement plus longtemps. Apparemment, oui. Les immenses sauropodes, semblables à d'anciens colosses, mettaient probablement environ 30 à 35 ans pour atteindre leur taille maximale. Après cela, ils pouvaient profiter de quelques décennies supplémentaires pour gambader dans le Jurassique. Pour les plus petits dinosaures, comme les ornithopodes, la vie était plus brève. Ils atteignaient leur taille adulte après environ 4 à 5 ans. Toutefois, après seulement 3 à 4 années de vie, ces petits dinosaures, à moins d'être extrêmement chanceux, ne seraient déjà plus de ce monde. Ainsi, il s'avère que de nombreux dinosaures ne vivaient pas pendant des centaines d'années. Même les plus grands atteignaient rarement la cinquantaine. Cela peut sembler surprenant lorsqu'on les compare aux géants d'aujourd'hui comme les baleines bleues et les éléphants. Ces animaux possèdent des durées de vie similaires aux nôtres. Les baleines bleues vivent environ 80 à 90 ans, et de nombreux éléphants atteignent les 60 à 70 ans. Et pourtant, ils ne sont pas aussi grands que certains dinosaures. Il est regrettable que ces créatures aient quitté notre planète si tôt, nous privant de l'occasion de les étudier davantage. Ce qui est encore plus triste, c'est que les dinosaures étaient condamnés dès le départ. Même si un astéroïde n'avait pas frappé notre planète par hasard, ils auraient probablement disparu de toute façon. La météorite de Chicxulub s'est écrasée sur Terre il y a 66 millions d'années. Elle n'a d'ailleurs pas totalement anéanti la population des dinosaures, seulement les non-aviens. Les autres sont devenus nos oiseaux modernes. Et oui, certaines de ces créatures si colossales ont évolué pour donner les petites poules et les pigeons que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas que les loups qui y avaient perdu dans l'affaire. Mais même avant cet impact, la Terre préparait lentement une catastrophe rien que pour eux. Des recherches récentes montrent que l'ère précédant l'impact de l'astéroïde n'avait rien d'un paradis. C'était plutôt une période remplie de défis environnementaux. Les scientifiques ont étudié les trappes du Deccan, l'une des plus vastes régions volcaniques de l'Inde occidentale actuelle. Ils ont mis au point une technique novatrice pour explorer le passé à travers les volcans, en mesurant la concentration de soufre dans les roches. Grâce à cela, ils ont découvert que les trappes du Deccan, en éjectant des millions de kilomètres cubes de lave, ont contribué aux changements climatiques mondiaux. Plus de 100 000 ans avant l'impact de la célèbre météorite de Chicxulub, les températures mondiales auraient chuté de plusieurs degrés, probablement en raison des émissions de soufre issues des trappes du Deccan. Cette chute soudaine a engendré des conditions climatiques extrêmement difficiles. La Terre a connu des hivers volcaniques, rendant la vie extrêmement âpre pour la faune et la flore, et préparant le terrain pour l'extinction finale des dinosaures. Ainsi, même sans l'impact de l'astéroïde, ces derniers n'auraient probablement pas survécu bien longtemps. Depuis longtemps, les scientifiques débattent pour savoir si c'est l'astéroïde ou l'activité volcanique qui a causé l'extinction des dinosaures. Aujourd'hui, grâce à de nombreuses avancées technologiques, nous pouvons mieux répondre à cette question. Un système d'intelligence artificielle, développé par des chercheurs, offre une nouvelle perspective. Grâce à plus de 100 processeurs alimentés par des données géologiques et climatiques, l'IA a exploré les registres fossiles et simulé plus de 300 000 scénarios possibles pour établir la vérité. Selon cette IA, la théorie volcanique est de loin la plus plausible. Elle a démontré que les changements climatiques nécessaires à une extinction de masse avaient probablement été causés par les trappes du Deccan à eux seuls, sans même l'impact de l'astéroïde. Ces éruptions volcaniques ont coïncidé avec la limite Crétacé-Paléogène, débutant 300 000 ans avant l'astéroïde et se poursuivant sur une période prolongée. Cela a soulevé des questions concernant le jugement humain opposé à celui de l'IA. Des scientifiques ont exprimé leur scepticisme et souligné les biais éventuels de l'intelligence artificielle. Les chercheurs qui ont dirigé le projet, quant à eux, sont enthousiasmés par la nouveauté de leur méthode et son potentiel pour explorer d'autres périodes de l'histoire terrestre. Mais il faudra probablement attendre avant que l'ensemble des chercheurs accordent pleinement confiance à cette IA. Nous avons déjà mentionné que certains dinosaures non aviaires avaient survécu à cet événement apocalyptique. Ni les volcans, ni l'astéroïde n'ont tout anéanti sur notre planète. De nombreux animaux ont survécu et ont évolué en mammifères, tandis que de nombreuses plantes ont continué à prospérer. En réalité, les plantes ont mieux traversé cette catastrophe que les animaux. Une extinction massive a éliminé environ 75% des espèces terrestres. Mais ces merveilles botaniques ont survécu. Environ 78% de nos espèces végétales actuelles doivent leur existence à la résilience de leurs ancêtres.
Hélas, les plantes ne se transforment pas en fossiles aussi facilement que les animaux. Et nous savons déjà que ce processus n'est ni rapide ni très répandu. Ainsi, les chercheurs ont dû se tourner vers l'arbre de l'évolution pour leurs analyses. Ils ont ainsi étudié jusqu'à 73 000 espèces végétales survivantes, et les résultats ont révélé une remarquable histoire de dominance et d'adaptation. Il s'avère qu'après la grande extinction, ces plantes rusées ont su saisir leur chance, tout comme les mammifères ont pris de l'importance après l'ère des dinosaures. Des familles de majeures, comme celles de la menthe, du magnolia et des orchidées, ont non seulement coexisté avec les dinosaures, mais ont également prospéré après leur extinction. Le secret de leur succès réside dans leur capacité à s'adapter à la pollinisation. Elles se sont adaptées à être pollinisées par le vent, les insectes ou tout autre moyen disponible. Grâce à cette incroyable adaptabilité, que les scientifiques appellent le pouvoir des fleurs, leur héritage perdure et prospère encore aujourd'hui. Les étés au Moyen-Orient sont si intenses qu'ils transforment radicalement le paysage, faisant ressurgir d'anciennes cités oubliées. En 2018, une ville construite par un mystérieux empire le long du fleuve Tigre a été libérée de son piège aquatique. Les archéologues se sont précipités sur le site, ne voulant pas manquer cette occasion unique de fouiller et d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette cité. Ils pensaient avoir découvert Zakiku, une ville de l'âge du bronze, fondée il y a plus de 3000 ans et submergée dans les années 80 lors de la construction du barrage de Mossoul. Autrefois un centre caravanier prospère du royaume Mitanni, elle disposait d'eau en relative abondance, une ressource rare dans la région, garantissant ainsi son succès. Les connaissances sur ce royaume demeurent limitées, car aucune chronique écrite n'a été trouvée lors des fouilles. C'est pourquoi les archéologues étaient enchantés de découvrir le palais complet autrefois occupé par leur souverain. Quelques années plus tard, après un nouvel assèchement de la région, ils ont mis au jour des fortifications protégeant la ville des envahisseurs. La découverte majeure de leur expédition fut un immense entrepôt public contenant des marchandises et des récoltes, des piles de blé et d'orge, ainsi que des métaux et du bois importés. Le pain constituait l'aliment de base des habitants, qui préparaient également de grandes marmites de soupe et des ragoûts de légumes. Chaque foyer élevait des moutons, des chèvres, des vaches et des porcs, assurant une source régulière de lait et de viande pour les grandes occasions. Toutes les constructions découvertes jusqu'à présent ont été édifiées à partir de briques en terre crue. Les murs, submergés pendant plus de 40 ans, sont remarquablement bien préservés, comme s'ils avaient été engloutis l'avant-veille. Le palais royal se distingue par sa taille, ses murs plus épais, et ses pavés également faits de briques de boue cuites et scellées pour être imperméables. Le souverain devait entretenir de bonnes relations avec celui du Grand Empire, dont Zakiku était tributaire. Les commerçants de la ville collectaient des poutres de bois qu'ils entreposaient. Celles-ci provenaient des forêts des montagnes situées au nord et à l'est de la Mésopotamie, et étaient acheminées par le Tigre. Les marchands venaient y écouler leurs marchandises avant de traverser le fleuve vers les régions frontalières. Zakiku aura été un centre de commerce prospère pendant environ 6 siècles, jusqu'à ce qu'un séisme dévastateur la frappe en 1350. Les archéologues ont retrouvé 5 vases en céramique contenant plus de 100 tablettes d'argile, fabriquées peu après le séisme. Il est presque miraculeux que ces petites tablettes d'argile non cuites aient survécu sous l'eau pendant des décennies. Les créateurs de ces tablettes ont gravé des notes sur l'argile encore humide, traitant de sujets tels que l'inventaire des nouvelles récoltes ou témoignant de leur correspondance avec d'autres royaumes. Une fois les notes gravées, ils les laissaient sécher au soleil. Les scribes devaient également apprendre de nouvelles langues afin que les messages puissent être compris par des personnes étrangères à la cité. Les chercheurs pensent que les tablettes découvertes faisaient partie d'une archive privée. Ils espèrent pouvoir déchiffrer ces textes afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de Zakiku et de son royaume après ce séisme dévastateur. Les dégâts infligés au bâtiment étaient tels qu'il était impossible de redonner à Zakiku sa splendeur passée. Les éventuels survivants ont été contraints de quitter la ville. Des décennies plus tard, les Assyriens, également originaires de Mésopotamie, se sont établis sur ces ruines. Ils ont érigé leurs propres habitations en utilisant les structures préexistantes comme enceintes extérieures. Toutefois, leur présence n'aura duré que 50 ans avant qu'ils ne dessinent de bâtir une nouvelle capitale sur des terres plus fertiles, espérant ainsi prospérer grâce à l'agriculture. Les archéologues qui travaillaient à Zakiku ont dû interrompre leurs fouilles lorsque le niveau de l'eau est remonté, submergeant de nouveau la ville.
ils ont protégé les ruines en les recouvrant de feuilles de plastique étanches, puis de pierres et de gravier, espérant ainsi les préserver de l'érosion aquatique et éviter leur disparition totale. Conscient de l'importance cruciale de l'eau du barrage pour la région, ils prévoient de reprendre les fouilles dès que l'eau se sera de nouveau retirée. Il y a environ 1600 ans, une communauté florissante vivait le long de la rivière Nia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert du Taklamakan, en République populaire de Chine. Cette rivière, alimentée par la fonte des neiges des montagnes, serpentait à travers le désert sur des kilomètres. Après 3 ans de travail acharné, les archéologues sont parvenus à exhumer 8 tombes, où la chaleur désertique avait parfaitement conservé les vêtements et les objets qu'elles contenaient. Les personnes inhumées devaient appartenir à l'ancienne cité de Nia, un centre autrefois prospère du royaume, situé sur la route de la soie, et qui abritait plus de 3000 âmes avant d'être englouti par les sables du désert. Les ruines de Nia n'ont été découvertes qu'en 1901. Depuis, des scientifiques du monde entier ont tenté de percer les secrets de cette cité. Les tombes découvertes à la fin du XXe siècle semblent avoir appartenu à des membres de l'élite, comme en témoignent les objets luxueux retrouvés. Un carquois et un arc, des pointes de flèches en métal, des boucles d'oreilles en or, un collier de perles de verre, une boîte laquée contenant un peigne, du maquillage et un nécessaire de couture. De la soie de très haute qualité a également été retrouvée, avec des couleurs éclatantes comme le vert et le jaune, demeurées étonnamment intactes. Le tissu comportait également des caractères chinois, citant des ouvrages historiques, ce qui a permis aux scientifiques de dater sa fabrication. Plus tard, les archéologues ont mis au jour un vaste site d'habitation et ont dégagé 3 bâtiments en ruine. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour comprendre pourquoi la ville a périclité et ce qu'il est advenu de ses habitants. Des archéologues saoudiens et français ont uni leurs efforts près de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et y ont découvert une ancienne colonie datant de 8000 ans. Ils ont eu recours à des technologies de pointe, telles que la numérisation laser, les drones et la photographie aérienne pour révéler ce trésor de l'ère néolithique. Dans ce site archéologique important, ils ont excavé un temple de pierre, les vestiges d'un autel et plus de 2000 sépultures, offrant ainsi un précieux aperçu des anciens rituels. L'équipe a également découvert les fondations de 4 bâtiments imposants, des tours d'angle et des cours extérieures, toutes dotées de réservoirs souterrains pour stocker l'eau destinée à l'agriculture. Un ingénieux système d'irrigation, comprenant des canaux et des citernes, permettait à la ville de prospérer dans l'un des déserts les plus arides au monde. Des dessins rupestres, gravés à même la montagne voisine, illustrent la vie quotidienne des habitants. Les fouilles, en cours depuis plus de 40 ans, continuent de révéler de nouveaux artefacts, offrant toujours plus de réponses aux questions des chercheurs. Des pêcheurs ont découvert des ossements, des outils et des artefacts datant de 9000 ans au fond de la mer du Nord. Des archéologues et des paléontologues britanniques et néerlandais se sont précipités pour examiner ces découvertes, espérant y découvrir des traces du Doggerland submergé. Ils n'ont pas été déçus et ont même découvert des empreintes parfaites laissées par les hommes du Mésolithique. Il y a 12 000 ans, lors de la dernière grande période glaciaire, les îles britanniques n'étaient mais pas du tout des îles. Elles faisaient partie d'une vaste terre composée de collines, de marécages et de forêts denses qui les reliaient au continent européen. Cette terre, appelée Doggerland, abritait une société de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cependant, avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a commencé à s'élever à une vitesse d'1 à 2 mètres par siècle, forçant les habitants à migrer vers les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Angleterre et aux Pays-Bas. Les experts ont alors décidé d'explorer l'histoire de Doggerland en exploitant les données fournies par les compagnies pétrolières opérant en mer du Nord. Jusqu'à présent, ils ont créé des modèles numériques représentant les 47 000 km² que couvrait Doggerland avant sa submersion. Ils doivent encore analyser des échantillons d'anciens insectes et de plantes préhistoriques ainsi que l'ADN des animaux retrouvés pour obtenir une image complète. Bienvenue à Rapa Nui, mieux connu sous le nom d'île de Pâques. C'est un point minuscule dans l'immensité de l'océan Pacifique, situé à 3500 km des côtes chiliennes. Cette île est surtout célèbre pour ses imposantes statues Moai. Ce lieu abrite également l'un des systèmes d'écriture les plus énigmatiques au monde, connu sous le nom de Rongorongo. Nous avons mis au jour 27 petites tablettes en bois portant ce script. Pendant des années, les historiens ont débattu de l'authenticité et de l'histoire de ces dernières. Et à présent, nous sommes peut-être sur le point de percer leur mystère.
L'homme a posé le pied sur cette île pour la première fois au XIIe siècle. Pendant de nombreuses décennies, elle a été habitée par le peuple Rapa Nui, relativement isolé au cœur de l'océan Pacifique, jusqu'à l'irruption des Européens dans les années 1720. Avec eux sont arrivés une multitude de défis, réduisant drastiquement la population autochtone à une fraction de ce qu'elle était. Par la suite, au XIXe siècle, le missionnaire Eugène Hérault a visité l'île et y a déniché des tablettes en bois ornées de symboles complexes. Il les a décrites comme extraordinaires et affirmé qu'il y en avait des centaines disséminées sur toute l'île, présentes dans chaque demeure. Mais hélas, toutes n'ont pas survécu jusqu'à ce jour. Seules 27 d'entre elles ont été préservées. Certaines étaient érodées par le temps, brûlées ou autrement endommagées. Aujourd'hui, elles sont dispersées à travers le monde, exposées dans des musées et conservées dans des collections privées. Certains vestiges de cette langue ont été ramenés à Tahiti, puis en Europe, ne laissant rien sur l'île de Pâques elle-même. Les 4 tablettes sacrées ont terminé dans une congrégation catholique à Rome. Ce sont celles-là même qui ont participé à cette récente découverte. Depuis des années, les historiens se demandent si ce système d'écriture a été développé indépendamment par les habitants de l'île ou s'ils l'ont emprunté aux Européens. Pour élucider ce mystère, ils ont eu recours à la datation au carbone 14. Tous les matériaux organiques, tels que le bois, le charbon et autres, renferment une infime quantité d'une forme radioactive de carbone, appelée carbone 14. À la fin de leur vie, ils cessent d'absorber du carbone 14, et la quantité présente commence à se désintégrer avec le temps. En mesurant la quantité de carbone 14 restant dans un échantillon, nous pouvons estimer son âge. Cette méthode nous a permis de déterminer l'âge de nombreux fossiles et artefacts. C'est ainsi qu'on a étudié l'âge de certaines tablettes Rongorongo. 3 d'entre elles avaient été fabriquées à partir d'arbres cultivés au XVIIIe ou XIXe siècle, correspondant ainsi à l'arrivée des Européens. Cependant, l'une d'entre elles est antérieure à leur première visite sur l'île. 2 éléments suggèrent que le peuple Rapa Nui a lui-même créé le système d'écriture Rongorongo. Tout d'abord, il présente des caractéristiques distinctes des langues européennes. Son décodage s'avère une tâche ardue, avec plus de 400 glyphes uniques, aucun ne ressemblant à un système d'écriture connu. De nombreuses tentatives ont été entreprises pour en percer les secrets, sans succès jusqu'à présent. Deuxièmement, l'une des tablettes semble remonter au XVe siècle, avant l'arrivée des Européens. Cependant, la datation au radiocarbone ne nous renseigne que sur la période où le bois de la tablette a été coupé, et non sur la période où l'écriture a été gravée dessus. Et puisque nous n'avons qu'une seule tablette pour référence, nous ne disposons pas de suffisamment de preuves pour affirmer quoi que ce soit. D'un autre côté, pourquoi les habitants de l'île auraient-ils conservé du bois coupé pendant plus de 200 ans, juste pour l'attraper un beau jour et écrire dessus? Les anthropologues et les historiens suggèrent que la chose est plausible. La rareté des ressources aurait pu pousser les insulaires à recycler du bois flottant ancien, qui pourrait dater de plusieurs siècles avant l'apparition de l'écriture elle-même. Ce phénomène est connu en archéologie sous le nom de problème du vieux bois. De plus, la tablette semble très bien conservée. Elle a été entretenue pour la protéger des insectes qui endommagent le bois et de l'humidité. C'est pourquoi elle a survécu au fil des siècles. Quoi qu'il soit écrit dessus, il est probable que cela ait revêtu une grande importance pour le peuple Rapa Nui. Tout cela n'est que pure conjecture, mais les scientifiques demeurent prudemment optimistes. Ils envisagent la possibilité que le Rongorongo soit l'un des rares exemples d'invention indépendante de l'écriture, à l'instar de celle des Sumériens ou des Égyptiens. Mais nous avons besoin de plus de preuves. En langue Rapa Nui, Rogorogo se traduit par réciter ou déclamer. Tout le monde ne pouvait pas écrire, seules quelques personnes triaient sur le volet. Il est probable que seule l'élite de l'île de Pâques, principalement des hommes, ait possédé la connaissance de cette langue écrite. Après la colonisation, aucun d'eux n'a subsisté, et nous sommes maintenant confrontés à la tâche de déchiffrer ces inscriptions. Tout d'abord, les chercheurs ne parviennent pas à s'accorder sur la nature de ce système scriptural. Nous ne pouvons même pas confirmer s'il s'agit de leur langue d'origine. Et quand bien même, nous ignorons s'il s'agit d'une forme primitive d'écriture ou d'un système entièrement développé. Dans les années 90, un linguiste du nom de Stephen Roger Fisher pensait avoir décrypté la structure du Rongorongo. Selon lui, ces tablettes traitaient de cosmogonie. Les cosmogonies sont récits qui exposent la genèse de l'univers ainsi que l'émergence des phénomènes naturels. Ils sont souvent enracinés dans les traditions et les cultures anciennes, telles que celles présentes en Polynésie orientale.
Les tablettes pourraient potentiellement aborder des sujets tels que les origines du monde, la source de toute existence, et la formation des divers éléments de la nature, tels que les étoiles ou les montagnes. Cela expliquerait également pourquoi seule une élite instruite pouvait écrire. Fisher avançait que le rongo-rongo était une combinaison de systèmes logographiques et sémasiographiques, ce qui implique que certains symboles représentaient des mots parlés, tandis que d'autres dénotaient des idées ou des concepts. Toutefois, les déchiffrer serait extrêmement complexe et nécessiterait une compréhension approfondie du contexte, car ces symboles agissent davantage comme des indices que comme des expressions complètes. Cependant, d'autres linguistes ont contesté ces propositions, arguant qu'il existait des lacunes dans la manière dont il avait formulé sa théorie. Hélas, Fisher n'a pas été en mesure de corroborer son hypothèse. Il est possible que ces inscriptions ne soient que des dessins. Lorsque nous examinons les tablettes, certaines figures semblent familières, des êtres humains, des animaux, des plantes et des formes géométriques. On reconnaît des oiseaux, l'un d'eux ressemblant à une frégate, une espèce associée au dieu Mekmek par les habitants de Rapa Nui. Il y a aussi des poissons, des mille pattes, ou du moins ces glyphes leur ressemblent. Se pourrait-il que ces inscriptions ne soient que de l'art ou une forme de décoration? Peut-être, mais il y a quelques problèmes. Les glyphes exhibent un niveau élevé de complexité et de structure. De plus, ils conservent un style cohérent. Par exemple, plusieurs symboles dépeignent ce qui semble être un humain avec une main levée, la seule variation étant les différentes têtes représentées. Comme si ce n'était pas assez compliqué, ce style d'écriture singulier utilise également un système appelé boustrophédon inversé. Cela signifie que chaque ligne alternée est inversée, créant un motif à nul autre pareil. Nous ignorons pourquoi ils opteraient pour cette pratique consistant à retourner la tablette après chaque ligne. Tout cela suggère qu'ils avaient mis en place un système et une organisation derrière ces symboles. De plus, il semble qu'ils utilisaient ces tablettes quotidiennement à des fins pratiques. Mais il y a de l'espoir pour l'avenir. Les progrès technologiques récents, tels que l'IA et d'autres programmes informatiques, pourraient assister notre compréhension des langues anciennes. Nous avons déjà entrepris le développement d'algorithmes qui pourraient nous aider à percer d'autres mystères, comme celui du manuscrit de Voynich. Des universitaires ont même organisé le Vesuvius Challenge, un concours d'apprentissage automatique qui, en 2023, a résolu l'énigme des anciens rouleaux d'Herculanum. Ces rouleaux avaient été ensevelis sous la boue volcanique après l'éruption du mont Vésuve en 79 après JC. En raison de leur extrême fragilité, le déchiffrement de ces rouleaux... Voici Costello. C'est un poulpe de récif brésilien. Mais Costello n'est pas un poulpe ordinaire. En l'observant, les scientifiques ont découvert qu'il faisait peut-être des cauchemars. Lorsqu'il dormait, il changeait de couleur, faisait de grands mouvements, expulsait de l'eau et libérait même de l'encre. Ils ont donc décidé d'étudier Costello pendant un certain temps. Son comportement durant son sommeil ressemblait à du stress et à de la peur. L'étude a montré qu'il pouvait faire des rêves très intenses, parfois effrayants. Bien qu'il ne s'agisse que d'un seul cas, ces mignonnes créatures sous-marines sont connues pour leur intelligence et leur comportement parfois proche de celui des humains. Et il est donc tout à fait possible qu'elles fassent des rêves comme nous. Dans le cas de Costello, il se peut qu'il soit hanté par ses souvenirs de sa vie au large des quais de Floride. Il a un passé chargé. Il a perdu un tentacule à cause d'un prédateur avant sa mise en captivité. C'est peut-être ce qu'il voit dans ses rêves. Si cette découverte s'avère exacte, elle pourrait modifier notre conception de l'intelligence et de la conscience, tant chez les animaux que chez les humains. Les plantes peuvent parler. Les scientifiques ont découvert qu'elles émettent des clics ultrasoniques lorsqu'elles sont stressées. Imaginez des tomates et des plants de tabac complètement affolés. Les sons sont similaires à ceux du papier bulle, qui éclate, mais à une fréquence bien trop élevée pour nos oreilles. On appelle ça des signaux ultrasoniques. Ce serait leur façon de manifester leur stress. Cela signifierait que les plantes peuvent communiquer entre elles et que les plantes stressées aiment particulièrement se plaindre. Elles émettent entre 30 et 50 de ces bruits par heure. Les plantes calmes et en bonne santé sont beaucoup plus silencieuses. Et non seulement les plantes parlent, mais elles ont leur propre langage. Elles émettent des sons différents selon qu'elles ont soif, qu'une tige coupée les gêne, et ainsi de suite. De plus, certains de ces bruits sonnent l'alarme avant même que les plantes ne montrent des signes de déshydratation, c'est-à-dire qu'elles savent que leur situation est sur le point de s'aggraver. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi elles agissent ainsi. Ils pensent qu'il pourrait s'agir de cavitation,
un terme qui désigne des bulles d'air dansant dans la tuyauterie de la plante. Les plantes qui chantent ces symphonies sont le maïs, le blé, le raisin et même les cactus. Il s'agit d'une découverte importante pour l'agriculture. Elle pourrait notamment nous permettre de savoir quand nos cultures ont soif. Nous allons donc maintenant écouter les plantes et déchiffrer leur langage secret. C'est l'heure des infos universelles. Des études récentes bouleversent ce que nous pensions savoir sur l'âge de l'univers. Les résultats obtenus au cours des dernières décennies ont montré que l'univers devait avoir environ 13,7 milliards d'années. Or, une nouvelle étude montre qu'il pourrait être presque 2 fois plus vieux, jusqu'à 26,7 milliards d'années. Gardez à l'esprit que ce n'est pas prouvé et que, pour l'instant, le chiffre officiel reste inchangé. Pour mesurer l'âge de l'univers, les scientifiques se basaient sur le temps écoulé depuis le Big Bang et sur l'étude des étoiles anciennes. Mais certaines étoiles semblaient étrangement plus vieilles que l'univers. Par exemple, l'étoile Mathusalem, dont l'âge est estimé à environ 14 milliards d'années, ce qui serait plus vieux que l'univers. Et puis le télescope spatial James Webb a découvert des galaxies qui étaient déjà très mûres quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Tout cela pose de sérieux problèmes aux astronomes. Cette nouvelle hypothèse combine la théorie de l'expansion de l'univers à celle de la lumière fatiguée. Cette dernière suggère que la lumière perd de l'énergie en parcourant les distances cosmiques. On combine ça à la théorie de l'expansion de l'univers. Et voilà. À mesure que l'univers s'étend, la lumière se fatigue. Ce qui explique que nous ne puissions pas voir toutes les étoiles super anciennes et très éloignées de nous. Et donc qu'il est possible que nous nous trompions dans nos calculs sur l'âge de l'univers. Ce nouveau modèle repousse également le moment où les galaxies auraient commencé à se former. Il nous suggère que les premières galaxies repérées par le télescope Webb ont mis beaucoup plus de temps à se former qu'on ne le pensait. Cette étude a ébranlé la communauté scientifique. Si nous avons commis une erreur de calcul aussi importante, nous devrons revoir les principes fondamentaux de l'astrophysique. Ce serait un pas de géant et il faudrait tout remettre à plat. Ou presque. C'est pourquoi il faut être très prudent. Les scientifiques sont en train de tester cette nouvelle théorie et il nous faut être patients. Mais il n'y a pas que des nouvelles sur l'espace. Les nouvelles technologies de l'IA sont déjà activement utilisées pour la recherche scientifique. L'IA nous aide à rechercher des signes de vie extraterrestres. Les chercheurs du SETI ont créé des algorithmes d'apprentissage automatique qui nous permettent de passer le bruit cosmique au crible plus rapidement et plus efficacement. Lorsque vous pointez un radiotélescope vers les étoiles, c'est comme si vous vous branchiez sur une station radio céleste remplie de signaux différents. Nous captons tout, des pulsars aux radiogalaxies en passant par les interférences terrestres. De toute évidence, il est difficile d'identifier un éventuel signal extraterrestre dans tout ce fatras. Pendant plus de 60 ans, les scientifiques ont dû faire tout ça manuellement. C'était une tâche ardue que de scruter le ciel et d'explorer les étoiles et les fréquences radio. Mais aujourd'hui, l'IA vient de nous aider. Ces algorithmes sont entraînés à reconnaître et à distinguer les modèles d'interférences connus, comme ceux des téléphones portables et des appareils électroniques, au milieu des données cosmiques. Ils repèrent tout ce qui s'écarte de ces modèles, les minuscules aiguilles dans l'immense botte de foin. Et nous avons déjà fait quelques percées. Les astronomes ont détecté 8 signaux qui ne correspondaient pas au modèle connu. Même s'il n'est pas confirmé qu'il s'agit de vie extraterrestre, ces signaux montrent qu'il existe un grand potentiel pour la recherche future. Pour en revenir aux animaux, penchons-nous maintenant sur la Terre préhistorique. Imaginez des tortues si massives qu'elles feraient passer leurs cousines d'aujourd'hui pour de minuscules jouets. Récemment, des scientifiques sont tombés sur les restes fossilisés de l'une de ces géantes. Il s'agit d'un titan marin qui sillonnait les eaux européennes il y a environ 75 millions d'années. La découverte fut accidentelle. Un randonneur du nord de l'Espagne est tombé sur des fragments de cette créature près des Pyrénées. Cette tortue faisait la taille d'un rhinocéros, 4 mètres de long. Pour vous donner une idée, ça correspond à une voiture moyenne. Cela montre que les tailles extrêmes étaient les plus courantes avant la grande extinction. Les tortues que nous connaissons aujourd'hui, plus petites mais néanmoins toujours imposantes, ont dominé par la suite. Mais les océans étaient jadis remplis de tortues géantes qui mangeaient des mollusques et des méduses. Cette découverte remet aussi en question l'idée selon laquelle les tortues géantes ne vivaient qu'en Amérique du Nord.
L'existence de cette tortue prouve que ces reptiles colossaux fréquentaient également les eaux européennes. Il ne s'agit donc peut-être que de la partie émergée de l'iceberg. Enfin, le télescope spatial James Webb de la NASA a fait une grande découverte. Il a détecté un composé carboné crucial dans l'espace. Il s'agit du cation méthyle, et cette minuscule molécule, même si elle semble insignifiante, pourrait nous aider à percer les secrets de la chimie organique interstellaire. Le carbone est incroyablement important. Les molécules de carbone sont à la base de tout, des étoiles aux planètes, en passant par nous. C'est l'ingrédient clé de la vie. Et les scientifiques sont impatients de comprendre comment il a façonné notre existence sur Terre et s'il pourrait faire de même ailleurs dans l'univers. Le cation méthyle joue un rôle très important dans la création de molécules complexes à base de carbone. C'est pourquoi la découverte du cation méthyle, même s'il est très éloigné, est si importante. Les scientifiques de la NASA l'ont trouvé dans un jeune système stellaire. Ce système se trouve à environ 1350 années-lumière de nous, dans la nébuleuse d'Orion. L'étoile de ce système, qui est plus petite et un peu plus faible que notre Soleil, est bombardée par une intense lumière ultraviolette provenant d'étoiles chaudes, jeunes et massives, situées à proximité. On pourrait penser qu'un rayonnement UV aussi intense détruirait les molécules organiques complexes. Mais l'équipe de chercheurs pense qu'il pourrait en fait relancer la formulation de ces composés carbonés. Peut-être que les étoiles puissantes et leur niveau de rayonnement insensé fonctionnent en fait comme des